Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Albert Lévy, bonjour. Bonjour. On se souvient que vous êtes ancien magistrat, on se souvient que vous étiez vice-président du tribunal de Lyon, chargé de la grande criminalité. Vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon pour cette campagne présidentielle. Vous défendez aujourd'hui la 6ème République. Alors pourquoi est-il urgent de changer les règles que, comme magistrat, vous avez fait appliquer toute votre carrière ? La 5e République est à bout de souffle. Elle a montré ses défaillances depuis des dizaines d'années. Ses défaillances sur l'ensemble, j'allais dire, du schéma institutionnel. Que ce soit la justice, surtout la justice en ce qui me concerne, que je connais bien, et le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Nous avons été confrontés, et nous sommes toujours confrontés, au conflit d'intérêts. Nous sommes confrontés à la corruption, à l'accaparement des ors de la République par une poignée d'hommes qui considèrent que la République leur appartient. Donc, cette République est à bout de souffle. Il faut parvenir à la 6e République, et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, entouré des membres du Parlement de campagne pour l'Union populaire, veut engager une réforme constitutionnelle lorsqu'il sera, s'il l'est, élu président de la République et que le Parlement sera constitué au bout de 2 ans, je crois. La constituante permettra de forger cette 6e République avec l'ensemble des ressorts institutionnels rénovés. Parce que pour vous, s'il y a de la corruption, s'il y a des conflits d'intérêts, c'est parce que la justice n'est pas assez indépendante. La justice n'est pas indépendante. D'abord, l'indépendance de la justice, elle se manifeste par la propension des magistrats à respecter les libertés. Il ne faut pas oublier que l'article 66 de la Constitution oblige les magistrats, la magistrature, à garantir les libertés individuelles dans ce pays. C'est d'abord ça, l'indépendance de la justice. Ils ne le font pas assez aujourd'hui. Ils ne le font pas parce que nous le savons et nous le dénonçons depuis des années, en tout cas au syndicat de la magistrature, lorsque je militais en qualité de membre du Bureau national, et aujourd'hui, parce que je milite à l'Union populaire, le statut des procureurs ne permet pas cette indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Il est nommé par décret du président de la République, nonobstant les avis contraires du Conseil supérieur de la magistrature, et donc il y a un assujettissement, il y a une instrumentalisation du procureur, on l'a vu à maintes reprises, et on en a un exemple très récent. Lorsque le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, après avoir validé les états généraux de la justice qui avaient pour objectif de remettre de la confiance au sein de l'institution judiciaire, qu'a-t-il fait ? Eh bien, Dupond-Moretti, alors que le Conseil supérieur de la magistrature venait de nommer M. Tournaire, juge d'instruction ayant instruit l'affaire Big Malion, il le vire du tableau de nomination. Voilà ce que nous ne voulons plus à l'Union populaire. Nous voulons une indépendance qui soit indemne de la pression du pouvoir exécutif. Et pour cela, nous avons décidé, et vous le lirez dans le livret Justice qui a été co-rédigé, que les grands axes de la politique pénale, les grands axes de l'action civile de l'institution judiciaire seront, à partir de la constituante, définis par la représentation nationale. À charge pour les procureurs, via le ministère de la Justice, via la chancellerie, d'en rendre compte chaque année. Voilà
comment sortir de cette dépendance hiérarchique avec le pouvoir politique, le pouvoir exécutif. Vous avez cité les affaires Sarkozy. Vous n'allez pas la rassurer en vous engageant auprès de Jean-Luc Mélenchon sur sa crainte de voir des juges rouges le persécuter. Alors, vous savez, cette notion de juge rouge m'amuse énormément. J'ai été 30 années magistrat, sans compter les 10 années d'avocature, et j'ai fini ma carrière au grand banditisme dans une juridiction interrégionale spécialisée à Lyon, pour ne pas la citer. Or, ce qui compte dans un procès, c'est non pas la neutralité du juge. Nous ne sommes pas neutres. Les juges ne sont pas neutres, qu'ils soient procureurs ou qu'ils soient juges du siège. Mais ce qu'ils sont d'abord, ce qu'ils doivent être d'abord, ce sont des juges impartiaux. Et ça, on ne veut pas le comprendre. Et c'est vrai que lorsqu'on a une certaine idée du procès équitable, lorsqu'on a une certaine idée de la défense des libertés et des droits de la défense, on parlera peut-être du recul historique des droits de la défense dans ce pays, eh bien, on est qualifié de juge rouge. Eh bien, je prends, je veux bien. Alors, vous avez parlé de l'indépendance des juges du parquet, mais les juges du siège sont effectivement indépendants quand ils prennent leurs décisions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de Jean-Luc Mélenchon quand lui-même avait été condamné en 2019, on se souvient, à 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende, pour rébellion lors de la fameuse perquisition au siège de LFI. Il avait dénoncé un coup qui était fait porter contre lui, une comédie judiciaire pour le flétrir. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Il faut bien comprendre que lorsque le procureur de la République se rend au domicile et dans les locaux de la France insoumise, c'est un procureur qui vient de se faire autoriser par un juge des libertés à perquisitionner. Je ne reviendrai pas sur la façon dont on peut être autorisé lorsqu'on est au parquet par un juge des libertés à perquisitionner dans un local politique. Perquisitions qui sont d'une extrême rareté. Je ne veux pas dire par là qu'on a pu choisir à pareil moment le juge des libertés qui accepterait cette perquisition qui, soit dit en passant, n'a jamais fait prospérer une quelconque infraction de fond sur des connivences, des détournements ou que sais-je encore, ou des conflits d'intérêts. Oui, il y a une mise en examen de l'association de financement de Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. Exactement. Mise en examen de cette société, après que la commission des comptes de campagne ait validé les comptes de M. Mélenchon et de la France insoumise de 2017, après que l'on ait considéré que la campagne de M. Mélenchon était l'une des campagnes de qualité les plus incroyables et l'une des campagnes les moins coûteuses. Alors, donc pour vous, il y a un coup judiciaire. Non, je dis simplement, moi j'ai trop de respect pour la justice, mais je peux en percevoir avec mon expérience les travers, les instrumentalisations, les objectifs cachés. Je respecte la justice, mais je vous dis, mise en examen, indice concordant pour un juge d'instruction, ce n'est pas une condamnation. Face à cela, il y a des comptes de campagne validés. D'accord, mais là vous me parlez de l'instruction, moi je vous parlais de la condamnation de Jean-Luc Mélenchon, qui est prononcée par un juge indépendant, et condamnation qui conteste en disant que c'est un coup politique. Mais qui n'a rien à voir avec la perquisition, monsieur Ruffier. C'était pour sa réaction pendant la perquisition, puisqu'il était condamné pour juger de la rébellion et provocation. Bien sûr, la réaction de M. Mélenchon. Moi, je vais vous dire une chose. Et quand on est candidat à la présidence de la République, est-ce qu'on ne doit pas respecter une décision judiciaire ? Je ne suis pas persuadé qu'il le fût déjà à l'époque. Mais je vais répondre à votre question.
Vous savez, moi j'ai connu un peu tout dans mon cursus judiciaire. C'est pour ça que je peux vous en parler tranquillement. J'ai été substitut du procureur, j'ai été avocat, j'ai été juge d'instruction, j'ai été juge d'instance. Et je connais également la fonction de témoin. Je connais également la fonction de mise en examen, puisqu'à l'initiative du parti d'extrême droite, à l'époque le Front National, j'avais été placé en garde à vue et perquisitionné. La perquisition, monsieur Ruffier, est un acte de violence inouïe. Une contrainte aux libertés impensable pour ceux qui n'ont jamais subi les foudres de cette perquisition ou de cette garde à vue. Imaginez-vous, lorsque quelqu'un n'a rien à se reprocher, et c'était le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui voit débarquer à son domicile, dans son local du mouvement de la France insoumise, des dizaines de policiers, accompagnés d'une multitude de journalistes. Vous comprenez sa réaction, vous comprenez sa rébellion, vous la pardonnez. Je ne la justifie pas, je dis simplement qu'elle est compréhensive. Et parce que je suis avocat, toujours avocat, et que j'ai été magistrat en connaissance de cause de ce que sont les effets sur la personne d'une garde à vue, et là, en ce qui concerne la question... On a compris votre réponse, monsieur. La perquisition, c'est un acte de violence auquel on peut pardonner un certain écart. Justement, sur la question de l'état de nécessité, on se souvient d'une de vos réquisitions célèbres. Ça concernait en 2002 le cas d'Agnès Bachelard, qui était une mère de 7 enfants, qui, juste avant Noël, avait été partie d'un commerce de la banlieue lyonnaise avec un caddie rempli de jouets et d'aliments. Vous aviez plaidé pour une dispense de peine, vous aviez plaidé un état de nécessité, considérant qu'elle avait agi parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. La justice ne vous avait pas suivi à l'époque, elle avait été condamnée finalement en appel à 6 mois de prison avec sursis. Ça veut dire que c'est l'application de la loi qui n'est pas bonne, ou c'est vous qui aviez tort, c'est que la loi doit changer? Oh, je n'ai pas tort, et je n'avais jamais eu tort à ce propos-là. Il faut comprendre que depuis des décennies, il y a des pauvres. Il y a des gens qui vivent dans la précarité. Il y a des gens qui ont soif d'un environnement apaisé, sain. Et ils sont amenés à commettre des infractions pour nourrir leurs enfants, car ils n'ont pas les moyens de les nourrir. Et le cas que vous citez, c'était le cas d'une mère de famille qui, le 22 ou le 23 décembre, avait rempli un caddie avec des jouets pour ses gamins, et qui avait été déféré devant le tribunal correctionnel. J'étais au parquet à l'époque et j'y avais vu l'application d'un article qui existe, l'article 122.7 du Code pénal, qui prévoit l'état de nécessité, qui dit qu'il n'y a pas d'infraction lorsque une personne commet une infraction pour en éviter une autre. Et là, c'était quoi? C'était d'éviter de ne pas manger un 7e ou un 8e soir d'affilée pour elle, pour ses enfants. Je crois qu'elle en avait 6. 7 enfants. Il y avait des cadeaux aussi de Noël. Il y avait des cadeaux de Noël. On ne va pas lui reprocher d'avoir fait quelques cadeaux à ses enfants. Et je vais même vous dire une chose. Il y avait même une demi-bouteille de champagne. Et ça lui avait été reproché par le procureur de la République de l'époque, parce qu'à la limite, la nourriture, les jouets, c'est rien. Mais une bouteille de champagne, fût-elle d'un demi, c'était un crime de lèse-majesté pour le procureur de l'époque, qu'un pauvre puisse prendre quelques verres, un verre ou deux de champagne. Donc avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, elle serait relaxée. Avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir et un garde des Sceaux qui soit dans cette ligne-là, il n'y aurait même pas de poursuite pénale, car nous irons vers une déflation pénale, plus de poursuites pour cela, il y aurait bien entendu un suivi,
Et on irait par là vers une déflation carcérale. Il y a des gens qui sont en prison et qui n'ont rien à y faire. Et c'est la raison pour laquelle nous plaidons à l'Union populaire pour créer des maisons de réinsertion avec des surveillants pénitentiaires qui ne soient plus des gardes-chiourmes, mais véritablement des agents de réinsertion. Et c'est la raison pour laquelle, dans le programme sur 10 ans, il y aura 65 000 personnels, dont 13 000 magistrats, 20 000 greffiers, des personnels par milliers pour le personnel, l'école de la pénitentiaire, pardonnez-moi, l'école pour la jeunesse et l'enfance. Et on créera pour ces écoles-là des annexes afin de multiplier les candidatures, ouvertes dans tous les milieux sociaux, afin de pouvoir pourvoir des nominations indispensables pour l'institution judiciaire, pour qu'elle puisse fonctionner demain, dès 2022, dans de bonnes conditions, pour le peuple, au nom duquel la justice est rendue. Est-ce que cette logique de déflation carcérale, de logique de réinsertion, s'applique aussi à la grande criminalité que vous avez largement côtoyée, ou même aux intégristes islamistes? On se souvient qu'il y avait eu un projet vous concernant d'enlèvement par le groupe Forza Nalita en 2012. Est-ce que ce sont des gens qui sont récupérables, sur lesquels on peut appliquer aussi une logique de réinsertion? Alors justement, contrairement à ce que vous me faites penser, vous voulez me faire dire, ces gens qui sont des adeptes de la corruption, du conflit d'intérêts, du détournement de fonds, de l'escroquerie en bande organisée, ne sont pratiquement jamais poursuivis. D'ailleurs, il y a dans le programme de l'Union populaire une abolition que nous allons immédiatement faire, c'est l'abolition de la convention judiciaire d'intérêt public. Ce procès, qui n'en est pas un... Ce plaidé coupable à la française pour les crimes de corruption. Pour les crimes de corruption. Donc Ce vous voulez mettre en prison procès qui n'en est pas renvoie à une justice rendue en catimini. Je veux pour eux d'abord, et l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon le veut pour eux d'abord, un procès équitable, contradictoire, avec des informations judiciaires, avec des moyens. D'ailleurs, à ce propos-là, nous créerons des pôles judiciaires rattachés à chacun des tribunaux judiciaires, des pôles de lutte contre la fraude fiscale, des pôles de lutte contre la corruption, des pôles de lutte contre les violences intrafamiliales, des pôles de lutte pour... Donc plus de sévérité pour les crimes plus financiers. Plus de sévérité, mais surtout et vous m'avez pas répondu sur... des procès équitables pour tout le monde, mais aussi pour eux, aussi pour la corruption. Vous ne m'avez pas répondu sur la grande criminalité ou sur les intégristes islamistes. Est-ce que là aussi, à eux aussi s'applique la logique de réinsertion? D'abord, j'allais dire, pas de quartier judiciaire pour les terroristes, monsieur. Qu'il s'agisse de terroristes islamistes, ou qu'il s'agisse de terroristes d'extrême droite, comme nous l'avons vu avec l'affaire Aramburu. Permettez-moi de vous dire à ce propos-là, comment imaginer un seul instant que le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, n'ait pas identifié ces personnages, ces nervis d'extrême droite, hyper armés, qui allaient se commettre dans la commission d'un assassinat, de l'assassinat d'un homme qui ne faisait que tenter de parler d'un peu d'humanité. On ne peut pas imaginer un seul instant que l'état de droit, à ce propos-là, ait pu échapper à la sagacité de notre ministre de l'Intérieur, qui ne manque pas de faire poursuivre en particulier, via le ministère de la Justice peut-être, les antifas de Lyon, poursuites pénales ubuesques, où on a vu des gens gardés à vue, emprisonnés, parce qu'ils participaient non pas à une manifestation anti-vax,
mais à une manifestation anti-pass ou qui s'est fait déborder par des nervis de la génération identitaire. C'est un scandale. Donc, pas de quartier pour les intégristes religieux, pas de quartier pour les intégristes et terroristes d'extrême droite, le procès équitable, rien que le procès équitable, mais au grand jour. Albert Lévy, je vous remercie, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.